le refus des militaires de dépoussiérer les accords de coopération avec la France et qui a pour entre autres charpe de plomb la présence d'une armée étrangère dans un pays souverain, notamment l'armée française. Moi, je suis panafricain. Ça douche les velléités d'essor vers la félicité. Maintenant, pour retour sur Jeune Afrique, il y a des indicateurs quand même qui peuvent nous prouver qui peuvent nous permettre de supputer que Sylvia Bongo et son fils sont dehors. C'est notamment l'absence d'agressivité dans la riposte du CTRI, de la HAC, donc la Haute Autorité de la Communication, parce qu'il s'agit quand même de Jeune Afrique, donc des médias, de la justice via le procureur et du gouvernement également, laisse penser que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo sont vraisemblablement hors des limites de la prison centrale. Excusez-moi, c'est Gabon Télévision, mais je vais quand même l'évoquer. Oui, les 18% supposés de la famille Bongo sur les revenus du pétrole, pourquoi le CTRI est muet dessus? Où part cet argent? Au profit de qui? La diplomatie gabonaise est malade. Sur place à Libreville, les personnels déplorent le non-paiement de la prime de servitude diplomatique. Tout à fait, oui. Qui a été suspendue. Il faut dire qu'en 2006, elle était de l'ordre de plus de 3 milliards de francs CFA et selon des projections faites, elle pouvait être payée régulièrement jusqu'en 2026, selon le ministre Tando, parce que l'ordre de paiement trimestriel est un peu plus de 300 millions, oui, jusqu'en 2026. Mais résultat des courses, quand on regarde seulement en 2023, la prime a été complètement sucrée. À qui profite le crime? Qui est comptable de ces détournements à maxima, sinon à minima, déviation de lignes budgétaires, pour que ces diplomates qui revendiquent à corps et à cri la prime de servitude diplomatique rentrent dans leurs droits. Voilà autant de dossiers et bien d'autres qui méritent d'être mis sur la table. Veolia ne s'est pas occupé d'un des volets de la concession qui permettait justement de booster les installations existantes. Oui, bien sûr, oui. Donc, il fallait que Veolia bascule de la consommation thermique, donc du gasoil, oui, vers les énergies renouvelables. Oui. Il y a un côté cynique derrière cet acte de Veolia. Cet argent, plus de 30 milliards par an qui est dépensé en termes de carburant par la SEG le paye à Total Marketing, qui est une société française. Si Veolia arrangeait les installations conformément au contrat de concession, Total Marketing, qui est une société française, Veolia qui est français, n'aurait pas bénéficié de ce capital financier. Tout à fait. Et l'État, qui avait le devoir de contrôler justement le cahier de charges de Veolia en vue de respecter les concessions, ne l'a pas fait. Donc l'État est complice de la destruction des installations qui... Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision. Vous êtes sur Débat de presse et pour ce plateau, nous recevons Marc-Ulrich Malekou, directeur de publication de Mazlek et Fomac. Bienvenue. Bienvenue et merci Edgar. Merci d'être là. Nous avons également Andy Tungui de la rédaction de Gabon Télévision. Andy, bienvenue. Merci Edgar. Et merci d'avoir assuré le relais de l'émission. Avec plaisir. Et nous avons, bien sûr, mon compagnon toujours, Patrick Zoé-Mécalé. Patrick, bienvenue. Bienvenue Edgar et encore nos voeux, les meilleurs aux téléspectateurs, le débat de presse. Alors, Steve Bakanga, vous êtes directeur de publication de Congo News. Bonjour, bienvenue. Bonjour Edgar, merci. Et puis nous aurons en deuxième partie de l'émission, mesdames, messieurs, Pierre Essono Zué, qui est donc de la rédaction de Média Afrique News. Messieurs, nous allons commencer cette émission, Patrick Zoé-Mécalé, avec bien sûr ce besoin, et on l'entend partout, de pouvoir bouleverser le dispositif de la diplomatie gabonaise. Est-ce qu'il y a un intérêt? Edgar, au regard de la nécessité de construire une nouvelle architecture institutionnelle du pays, il y a forcément nécessité de procéder à un toilettage de l'ensemble du dispositif diplomatique gabonais. Ce besoin se fait ressentir du point de vue de la représentation et de la représentativité du Gabon à l'extérieur. Et il faut pas perdre de vue que dans le but de reconstruire cette architecture institutionnelle, les chefs des missions diplomatiques et consulaires de notre pays à l'extérieur ont le devoir de jouer ce rôle de Minichi, c'est-à-dire ces facilitateurs,
mais aussi ce rôle de VRP, de représentation, comme je l'ai dit, de notre pays à l'extérieur, c'est-à-dire la ventilation de l'image du Gabon à l'extérieur. Le Gabon qui en a besoin à la fois au plan social, pour configurer et légitimer sa nouvelle architecture sociale, économique, politique et culturelle. Il faut dire également que la nécessité d'un changement de paradigme énoncé par le président de la transition, à travers lui, le renouvellement des institutions qui a débuté, nécessite une rupture d'avec l'ancien système, l'ancien régime. Il faut donc, de ce point de vue, donner des signaux forts en dépoussiérant un certain nombre de pratiques sur lesquelles nous allons revenir, pratiques de prédation, pratiques de mauvaise gestion, des comportements qui sont des comportements déviants et qui, très souvent, n'ont pas permis de faire honneur à l'image du Gabon à l'extérieur. Donc, pour me résumer, l'externalisation de la politique étrangère du Gabon dans un contexte nouveau, marqué par la volonté de restaurer l'ensemble des institutions, commande un toilettage au crachet des différentes missions consulaires et diplomatiques du Gabon à l'extérieur, les pratiques peu en phase avec la norme diplomatique internationale, mais aussi l'urgence de mettre le Gabon en phase avec le modèle nouveau et innovant qu'il veut impulser sur la scène internationale, commande effectivement ce toilettage. Steve Makanga, peut-être pour que les téléspectateurs comprennent en fait l'intérêt justement de ce débat autour de cette question, dépeindre un peu le tableau. À quoi ressemble aujourd'hui la diplomatie gabonaise? Il faut dire aujourd'hui que le tableau est particulièrement sombre, hein, parce que avec l'ancien système, le système déchu au soir du 30 août 2023, il faut dire qu'il y avait toute une gabégie autour de justement nos représentations diplomatiques à l'extérieur. Et on parle de détournement de budget, de facturation, de détournement de primes et consorts, et bien d'autres dérives en fait, des nominations qui étaient faites dans une gabégie qui ne dit pas son nom. Alors aujourd'hui, nous sommes, ainsi que les nouvelles autorités le disent aujourd'hui, à l'heure de la restauration des institutions. Et restaurer les institutions ne suffit pas. Il faut également restaurer d'autres institutions. Justement, les représentations diplomatiques du Gabon doivent également aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui apporter une sorte de toilettage qui ferait effectivement que la crédibilité du Gabon puisse être en phase avec l'impulsion qui est actuellement donnée par les nouvelles autorités de la transition. Hein. Il y avait cette forme de condescendance avec les anciens tenants du pouvoir, cette forme de condescendance, d'insolence même dans la gestion de la chose publique, dans le traitement des personnels diplomatiques et sur bien d'autres sujets justement. Et justement la question diplomatique devrait être au centre même des priorités du comité pour la transition et la restauration des institutions, parce que tout est totalement à sac. Donc, quand on décide de tout restaurer, il faudrait également regarder le volet diplomatique avec beaucoup d'attention et vraiment mener des enquêtes pour que tous ceux qui ont détourné les budgets, mais qui puissent répondre. Ils ne peuvent pas continuer à rester impunis, c'est pas possible. Il faut que tous ceux-là, justement, qui ont fait des surfacturations, qui ont émis des préfinancements fictifs, puissent effectivement être appelés à l'ordre. Vous trouvez normal qu'il y a certaines ambassades, hein, vous avez regardé des infos comme moi, qui n'arrivaient même pas à payer des factures d'électricité. C'est totalement incroyable pour un pays comme le Gabon. Donc il faut aujourd'hui que les responsables soient justement présentés et que la justice puisse également faire son travail, parce que l'impunité, mais ça doit s'arrêter aussi. Oui, je vous renvoie la même question, Marc Leclerc. La diplomatie gabonaise est malade, à l'instar de quasiment tous les secteurs de la société. Comme c'est de la diplomatie dont il s'agit aujourd'hui, il faut dire qu'il y a plusieurs points qui méritent d'être remis sur la table pour, comme le disent les nouvelles autorités, restaurer notre diplomatie.
Je veux soulever 3 ou 4 points. Le premier, je veux dire, sur les 46 missions diplomatiques et post-consulaires qui existent, déjà, nous ne sommes que propriétaires de 3 ou 4. Le reste sont à location. Donc, l'une des premières consignes de souveraineté, c'est de progressivement gagner la bataille d'être propriétaire de ces institutions plutôt que d'être locataire. L'un des seconds points serait par exemple l'immixtion du politique dans la désignation des ambassadeurs et des diplomates en général. Ouais. Nous devions veiller aux questions d'enquête de moralité et d'équilibre, sinon parce que parfois numériquement les non-diplomates sont supérieurs aux diplomates dans les missions diplomatiques et ça c'est grave. Ouais. À propos d'enquête de moralité, je veux soulever le cas Liban Suleiman dont l'accréditation a été refusée en Arabie Saoudite parce que un personnage sulfureux, le rejet en est un signe. Donc les questions de moralité et d'immixtion du politique dans la désignation des diplomates est important, en dépit du fait que le caractère discrétionnaire du président peut intervenir. Autre volet important de la diplomatie gabonaise qui bat de l'aile, je veux parler du respect des dispositions légales, notamment le statut particulier du fonctionnaire relevant du secteur diplomatie. Bien sûr. Les dispositions sont piétinées à plus d'un titre. Il faudrait justement voir comment ces dispositions peuvent être respectées. Il en va également de la restauration de notre diplomatie. L'un des derniers points, c'est un point qui relève de ce qu'ils appellent la centrale, donc pas les représentations diplomatiques, oui, mais sur place à Libreville, l'administration centrale, sur place à Libreville, les personnels déplorent le non-paiement de la prime de servitude diplomatique. Tout à fait, oui, qui a été suspendue. Il faut dire qu'en 2006, elle était de l'ordre de plus de 3 milliards de francs CFA, et selon des projections faites, elle pouvait être payée régulièrement jusqu'en 2026, selon le ministre Tando, parce que l'ordre de paiement trimestriel est un peu plus de 300 millions, oui, jusqu'en 2026. Mais résultat des courses, quand on regarde seulement en 2023, la prime a été complètement sucrée. À qui profite le crime? Qui est comptable de ces détournements à maxima, sinon à minima, déviation de ligne budgétaire, pour que ces diplomates qui revendiquent à corps et à cri la prime de servitude diplomatique rentrent dans leurs droits. Voilà autant de dossiers et bien d'autres qui méritent d'être mis sur la table. Il est nécessaire justement que l'on passe au peigne fin la traçabilité des fonds qui ont été visiblement détournés. Et au cours du débat, on en parlera encore de bien d'autres points. Oui, certainement. On dit, il y a aussi cette question liée en fait au rapport difficile entre bien sûr les représentations diplomatiques qui sont censées protéger la diaspora, donc les compatriotes vivant à l'étranger, et justement ces compatriotes en fait qui ne se sentent pas souvent très couverts, et même que leurs parcours ne sont pas tracés, leurs vies ne sont pas tracées. Il y a des pays où les ambassades ignorent complètement, ou les services consulaires ignorent complètement combien de compatriotes vivent sur le territoire. Justement, je pense que le débat est longuement évoqué. Et mes prédécesseurs l'ont dit ici, sur ce plateau, tout part de la base. La base, c'est la formation. Qui est habilité à être ambassadeur? Parce que l'ambassadeur, c'est un fonctionnaire qui a une carrière de diplomate, bien ou sûr, encore qui a, justement, oui, qui a répondu à un certain nombre d'éléments. Mais tout part de là. Si ces ambassadeurs n'ont pas le profil, ils ne peuvent pas faire le travail pour lequel ils ont été accrédités, oui, ou désignés. Oui, tout part de là. C'est la raison pour laquelle nous voyons toutes les déviations. L'idée aujourd'hui de la restauration doit intégrer nos mœurs. C'est pourquoi aujourd'hui on doit comprendre le fait que le CTRI est en train d'impulser une politique. Cette politique vise justement à intégrer l'idée de restauration. Mais cette idée aussi doit amener à ne plus faire des promotions. C'est-à-dire aujourd'hui on a la filiation qui est au-dessus de la compétence. On doit sortir de là. On doit pouvoir justement amener des individus qui ont le profil. Aujourd'hui, pour le cas par exemple de la compatriote qui a été, je veux dire, qui a perdu la vie en Turquie, on a vu toutes les lacunes. Le dossier du décès de cette compatriote, nous avons identifié un certain nombre de lacunes. Et justement, les autorités en place doivent prendre
ce dossier comme étant un dossier référentiel pour pouvoir faire un toilettage. Mais aujourd'hui, c'est aberrant. C'est aberrant de comprendre qu'un ambassadeur qui a pour fonction de gérer de gérer un certain nombre de dossiers avec tact, avec prudence, avec habileté, n'arrive pas à le faire. Mais c'est aberrant. C'est l'image du Gabon. On parle de institution. Mais l'ambassade ou l'ambassadeur, c'est une institution. Donc, l'idée, justement, de restaurer les institutions doit intégrer aussi nos ambassades. Parce que c'est les premières représentations d'un pays. Comment comprendre que, comme disait mon confrère tout à l'heure, comment comprendre nous avons pratiquement 46 missions diplomatiques et nous sommes quasiment locataires. Propriétaires de 3. On est propriétaire de 3, mais c'est aberrant. Pour moi, c'est une urgence. Pour une aussi vieille diplomatie. Merci. C'est une urgence. Donc, l'urgence aujourd'hui, c'est de restaurer les ambassades et de pouvoir justement nommer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Patrick, les nouvelles autorités affichent des ambitions assez claires au niveau de la restauration des institutions et donc la réhabilitation de l'image du Gabon à l'extérieur. À votre avis, quel peut être le bon profil du diplomate de la période de la transition? Edgar, il faut dire que la question de l'homogénéité et de l'homogénéisation de nos missions diplomatiques et consulaires est une urgence. Il y a dans tous les pays qui se respectent et qui veulent se mettre en phase avec les exigences de la mondialisation et de la compétition internationale, l'urgence de disposer d'un corps homogène de diplomates, même si il n'échappe à personne que les nominations relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il faut homogénéiser davantage le corps diplomatique gabonais qui est trop hétérogène, qui a été investi par un certain nombre d'éléments épars, exogènes à la fonction, ce qui nuit effectivement à son efficacité. On a parlé, notamment ici, tout à l'heure, le confrère en parlait, de ce paiement de la prime de servitude, qui est une exigence maintes fois formulée depuis plusieurs années par les différents syndicats du corps des affaires étrangères. Ouais. Mais il y a également cet aspect conflictuel des relations entre les politiques, c'est-à-dire un certain nombre de nominations qui sont faites dans nos missions diplomatiques à l'extérieur, avec les exigences de représentation, c'est-à-dire de neutralité des ambassadeurs et des représentants diplomatiques du Gabon à l'extérieur. Comment peut-on comprendre que la plupart des activistes gabonais à l'étranger, des Gabonais à l'extérieur, que nos missions consulaires diplomatiques ont l'obligation de protéger, parce que c'est une exigence, la protection des Gabonais à l'extérieur dépend de leur mission diplomatique et consulaire, que ces Gabonais ne puissent pas faire l'objet de protection sous le seul prétexte qui sont estampillés opposants. C'est un des aspects de la conflictualité des liens qui existent entre les Gabonais de l'extérieur et certaines représentations diplomatiques. C'est un problème de fond. Ça n'existe pratiquement rarement. Il n'y a que dans les dictatures qu'on assiste à ce genre de glissement. C'est-à-dire qu'un ambassadeur qui s'auto-estampille lui-même membre d'un système qu'il représente et lui fait injonction de réprimer ses compatriotes à l'extérieur. Une telle conflictualité est impensable. Il faut donc neutraliser davantage le corps, le sortir des fourches codines de la politique pour en faire un corps homogène. Cela participe effectivement à rendre beaucoup plus fluides les relations entre les Gabonais de l'extérieur et leurs missions diplomatiques, qu'ils se reconnaissent à travers ces différentes maisons. On a vu effectivement, pour répondre à votre question, que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient donner une impulsion forte aux États-Unis pour permettre effectivement la réappropriation du corps diplomatique aux Gabonais par le fait que à New York, où il était récemment, et on a pu réaménager la mission diplomatique locale de façon à ce que le Gabon soit propriétaire. Je crois que cet exercice doit se faire dans l'ensemble des pays, des 46 missions diplomatiques consulaires à l'international. Nous avons remarqué, par exemple, pour vraiment le déplorer,
le fait que même dans certains pays, comme le Bénin, le Togo, ou même le Maroc, où nous avons quand même des relations très importantes avec ces pays, que le Gabon est locataire, parce que cela participe de la mauvaise gestion des responsables des missions consulaires au plan local. Donc, il faut donc crédibiliser, donner du crédit à l'image du Gabon à l'extérieur. C'est d'abord commencer par nettoyer ces représentations. C'est un fait, une exigence importante aussi. Importante. Steve, il y a aussi le fait qu'il est reproché à la diaspora gabonaise un peu partout de ne pas contribuer au développement économique du pays, mais cette diaspora, elle est lâchée, elle n'est pas encadrée. À l'opposé des pays comme le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Mali, où pratiquement tout le fil conducteur de la mobilisation des ressources de cette diaspora se fait à partir justement des services consulaires. Oui, vous savez, moi particulièrement, j'ai été très écœuré de voir sur les réseaux sociaux l'histoire de ce compatriote gabonais qui avait investi tellement d'argent au Sénégal. Monsieur Ango, Gervais Ango. Voilà, Monsieur Ango, et qui s'était fait combattre par justement les Sénégalais eux-mêmes. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir, un tel Gabonais, un tel compatriote, qui va investir autant d'argent dans un pays africain, ça pose quand même un problème. Ça veut dire que chez lui, certainement, il a manqué de mécanismes, d'accord, pour pouvoir justement venir investir en paix. Parce que effectivement, sous l'ancien système, sous l'ancien régime, il y avait cette forme de spoliation. De spoliation, mais on va dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui n'était pas nécessairement en adéquation avec le régime politique, d'accord, d'antan, eh ben toutes ces personnes étaient spoliées, C'est-à-dire que quoi que vous fassiez chez vous, il y avait des bâtons dans les roues qui étaient mis, et donc manifestement, ça ne permettait pas que la diaspora, justement, s'intéresse à l'idée de venir investir au pays, par peur d'être spolié. Bien sûr. Donc, il y avait cette crainte-là parce qu'il y avait un climat malsain, un climat sociopolitique qui ne permettait pas justement que un compatriote à l'international se dise bon, moi je vais rentrer chez moi, j'ai quand même travaillé assez à l'international, je rentre chez moi finalement pour contribuer. Pour contribuer au développement du pays. Ouais. Donc, c'est le climat qu'il fallait d'abord purger. Alors, on dit qu'aujourd'hui, nous sommes à la restauration des institutions. Ça veut dire qu'il y a une restauration aussi du climat. Et s'il y a restauration du climat, nécessairement, les Gabonais de l'étranger trouveront matière à venir justement contribuer à l'économie nationale. Alors, Marc, peut-être un élément, comme ça on va changer du sujet sur cette question de la diplomatie. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que nous avons effectivement reçu quelques attentes aussi de personnel diplomatique sur deux questions. La première question, c'est que ce sont d'abord des fonctionnaires qui contribuent dans le cadre de la mutuelle l'assurance maladie, la CNAMGES, et qui ne sont pas pris en charge à l'extérieur. Donc, ils souhaitent quand même que, étant contributeurs, ils devaient, en principe, avec leurs ayants droit, c'est-à-dire leur famille, bénéficier donc de cette couverture d'assurance maladie. La deuxième question, c'est effectivement sur dans certaines plateformes diplomatiques, la suspension d'une allocation en fait forfaitaire qui était accordée aux épouses des diplomates qui n'ont pas le droit de travailler à l'extérieur. Oui, il faut dire, pour la deuxième question, je veux commencer par elle. Oui. Cette deuxième question est contenue justement dans l'article 30 du chapitre 4 du statut particulier du fonctionnaire du secteur affaires étrangères. Que disent ces dispositions? Le diplomate dont le conjoint ne bénéficierait pas d'un travail rémunéré a droit à ce qu'on appelle une indemnité salariale forfaitaire. C'est écrit noir sur blanc en ces mots. Là, j'ai cité textuellement. Bien sûr. Et cette disposition, malheureusement, n'est pas appliquée. C'est curieux. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit des diplomates. Et les diplomates, par rapport justement au droit à la santé, au droit aux frais d'hospitalisation, bon, bref, la sécurité sociale, ensemble, la scolarisation. Et là, c'est encore là le même statut particulier, mais cette fois dans son article, je crois, 24 ou 34, bref. Mais c'est dommage que les textes existent. Nous sommes l'un des pays, je dis bien l'un des rares pays au monde qui a les plus beaux textes au monde, mais qui malheureusement n'est pas appliqué.
L'un des textes qui n'est pas appliqué, là, permettez-moi de faire une discrétion, Oui. c'est par exemple où le code du travail autorise que les non-gabonais ne sont employés que lorsque il n'y a pas de compétences locales. Mais quand vous entrez dans des magasins, des travaux, des tâches que pourraient faire les Gabonais sont occupées par des non-Gabonais en violation du code. C'était juste une parenthèse que j'ouvrais et je la referme très rapidement. Oui, bien sûr. Donc, les dispositions existent pour que les diplomates, en termes de santé, la prise en charge avec l'indemnité salariale forfaitaire, existent dans les dispositions du statut particulier de l'agent du secteur public. Mais c'est maintenant la mise en application, puisque nous sommes en phase de restauration. Bien sûr. Appliquons les textes Simplement. et le monde se portera mieux. Tout à fait. Alors, Andy, je vais vous libérer, donc je vais aller tout de suite avec vous sur la question donc de l'exonération de produits importants, le plus important de la Société d'énergie du Gabon, à savoir le fuel, donc le gazole, désormais exempté, exonéré de toute taxe pour permettre à la SEG de pouvoir tenir. Mais les Gabonais parlent beaucoup, donc ils estiment que l'État a pris cette mesure peut-être aussi pour habiller son incapacité à payer la dette vis-à-vis de la SEG. Je ne pense pas. Moi, je pense que l'idée derrière ce coup de pouce, le mécanisme que le CTR est venu en peine de mettre en place concernant la SEG, c'est pour justement permettre à la SEG de répondre à ses missions. Quand on sait qu'aujourd'hui, les délestages sont quasiment intégrés dans notre quotidien, et nous l'avons vu récemment à Mouila, à Tchibanga, à Makokou et j'en passe. Merci Andy Tungi d'être venu à ce plateau. Vous avez beaucoup d'activités à la rédaction. Merci aussi d'avoir tenu l'émission à mon absence. Prochaine. Alors justement avec vous, Steve, nous allons recevoir effectivement Innocent Badouma de Quotidien de l'Union. Steve, aujourd'hui, est-ce que par cette exonération de la taxe sur le gasoil, est-ce que la SEG mesure le poids de cette décision prise par les autorités? D'abord, parce que derrière, il y a une forte attente. D'abord, je trouve cette exonération très curieuse, hein, vraiment très curieuse. Vous savez, je me méfie un peu parce que on a été sous l'Ancien Régime et on sait un peu comment les choses se passaient. Lorsqu'on a exonéré la zone industrielle, enfin la zone d'exploitation d'un coq, c'est parce qu'il y avait certaines personnes qui trouvaient matière derrière, d'accord? Parce que effectivement, il y avait des gens qui avaient des intérêts à ce que ce soit détaxé, ce soit exonéré, pour que justement ils puissent capitaliser un certain nombre de profits. Est-ce que c'est le cas pour la SCG? Ça c'est la question principale que se posent les Gabonais, oui. Et moi y compris qui suis directeur de publication. Pourquoi l'État en est arrivé justement à faire cette exonération de taxe à la SCG? Est-ce que c'est par le fait d'une incapacité à payer sa contribution pour que l'entreprise étatique se porte bien, ou alors parce qu'il y aurait encore d'autres formes de machination derrière que les Gabonais ne comprendraient peut-être pas aujourd'hui? Donc c'est ça toute la question. Et donc il faudrait, on va dire, on va peut-être enlever la suspicion de côté, bien sûr, mais de façon objective, on va dire que si tant est qu'on a exonéré la SCG, il faudrait que aussi de l'autre côté la SCG le comprenne et commence par faire baisser également le prix, par exemple, de ces kilowattheures et autres, tout ça, pour que la population qui est aujourd'hui asphyxiée par ces kilowattheures qui sont quand même assez élevés, voilà, pour que justement les Gabonais se retrouvent à la fin du mois, voilà, parce que il faut dire qu'aujourd'hui la tarification elle est asphyxiante, justement. Oui, tout à fait, ça on peut le dire. Et Innocent, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Justement, est-ce que vous comprenez dans quelle voie les autorités veulent conduire la SEG? Ben, ce qu'on peut dire tout de suite quand on analyse la situation, c'est un allègement des charges. Alléger les charges de la STG. Pour quel objectif? Certainement pour les objectifs de performance, mais maintenant, il faut comprendre, notamment, cet allègement concerne le carburant. Donc, ils achetaient, je crois, 1000 francs, autour de 1000 francs, et là, ils doivent revenir au prix de la pompe, donc c'est un gain. Mais là, c'est pour la SCG qui exploite un certain nombre de types de turbines, des turbines qui fonctionnent à base de gasoil et d'hydrocarbures. Maintenant, bon, on a constaté, et Steve l'a dit tout à l'heure, une augmentation progressive des prix. Ça s'est pas vu. Quand vous payez le ticket de 2000, à l'époque, vous avez à peu près 18. Et là, à 2000, vous êtes à 13,5. Donc, il y a eu une augmentation du prix de l'électricité.
s'est produite. Pourquoi? La SCG a certainement justifié ça par rapport à ses charges, par rapport à la guerre en Ukraine, le carburant qui augmente. Maintenant, on espère que cet rabattement de prix va permettre à la SCG aussi de rabattre le prix sur le consommateur. Donc, baisser le prix du carburant. Je veux plutôt aborder dans le propos d'entame d'Innocent parce que c'est pour diminuer les charges. Parce qu'il faut souligner que le carburant représente 50% des charges de la SEG. Parce que il paye environ 2,5 à 3 milliards de francs CFA par mois en carburant. Et dans le mois, ils sont à plus de 30 milliards de francs CFA. Donc, en exonérant justement le prix du carburant, en permettant à la SCG de ne pas payer le carburant au prix industriel, mais au prix à la pompe. Donc, les dépenses sont donc coupées à la poire et coupées en deux en termes de dépenses. Ça, c'est une bonne chose déjà pour la trésorerie de la SCG qui aura en moyenne 15 milliards de francs CFA par mois d'économie. Et comme ils sont entre 2 et 3 milliards de francs CFA par mois, en moyenne 1 milliard de francs CFA d'économie. Donc, c'est bien pour les caisses. Maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour atteindre un objectif de performance. Parce que il y a 5 ans, Veolia est parti. Ils ont tenu la SEG pendant 20 ans de concession. Mais pourquoi en est-on arrivé là? C'est parce que Veolia ne s'est pas occupé d'un des volets de la concession qui permettait justement de booster les installations existantes. Oui, bien sûr. Donc il fallait que Veolia bascule de la consommation thermique, donc du gasoil, vers les énergies renouvelables. Oui. Donc des centrales thermiques vers les centrales hydroélectriques. Veolia a pêché. Les centrales hydroélectriques qui existaient depuis Veolia fonctionnent à minima. Ouais. Et les centrales thermiques. Mais pourquoi Veolia l'a fait? Il faut aussi le dire. Il y a un côté cynique derrière cet acte de Veolia. Cet argent, plus de 30 milliards par an qui est dépensé en termes de carburant par la SEG le paye à Total Marketing, qui est une société française. Si Veolia arrangeait les installations conformément au contrat de concession, Total Marketing, qui est une société française, Veolia qui est français, n'aurait pas bénéficié de ce capital financier. Tout à fait. Et l'État, qui avait le devoir de contrôler justement le cahier de charges de Veolia en vue de respecter les concessions, ne l'a pas fait. Donc l'État est complice de la destruction des installations qui a une incidence. La demande en électricité, parce que ça a baissé, les populations ont grandi, le besoin est là. Bon, maintenant, pourvu que cette plus-value financière qui en découlera soit mise à contribution pour aménager les installations et tendre vers l'énergie renouvelable, et au moins le carburant ne sera plus, j'allais dire le gasoil, dont dépend les centrales thermiques, ne sera plus un plomb dans le pied de la société d'énergie. Oui, nous allons épouser cette question. Donc, dernière intervention sur cette question pratique. Edgar, la gestion de la SEG, la Société d'énergie du Gabon, qui est une société en situation de monopole, interroge plus d'un. La question de savoir, dans un contexte de restauration, est-ce que l'État a intérêt à aider la SEG dans la situation qui est la sienne aujourd'hui? La question, effectivement, est oui. Et tout le monde le reconnaît. Tout à fait. L'État traîne vis-à-vis de la SEG une dette abyssale de plus d'une quarantaine de milliards de francs CFA. À cela s'ajoute le fait que pendant très longtemps, on a soutenu un modèle de gestion plus ou moins scabreux qui est fait d'embauche à l'appel, sans tenir compte effectivement des besoins réels de l'entreprise, un certain nombre d'embauches, je peux dire, à la famille, au faciès. À partir de ce moment-là, se pose effectivement en termes de gestion d'une entreprise un certain nombre d'exigences. Aujourd'hui, la SEG doit faire face à la question d'une économie libérale. Il faut s'interroger, est-ce qu'il n'est pas bon, compte tenu du fait que la structure a brillé par son manque de planification à long terme, est-ce qu'il n'est pas bon d'ouvrir ce secteur à la concurrence? Un certain nombre de pistes viennent d'être effleurées ici. Oui. C'est la question du recours aux énergies renouvelables. Oui, tout à fait. En ce qui concerne l'accès, par exemple, à l'électricité. Mais on a un système, un réseau hydrique qui est très performant. On a vu effectivement le gain qu'on a pu avoir
notamment Innocent l'avait développé la dernière fois, lorsque au lycée d'application, je crois, on a le président de la transition Le forage. avait eu recours au forage. Oui, tout à fait. C'est dire que ce sont là des initiatives hardies qui peuvent être explorées pour à la fois régler de manière définitive la question de la récurrence du faible taux d'accès des ménages à l'eau, à l'électricité. Mais pour cela, il faudra effectivement, on vient le dire ici, déranger un certain nombre d'équilibres. Oui, on imagine. S'attaquer à un certain nombre d'intérêts. Est-ce que l'État est capable, effectivement, de toucher un certain nombre d'intérêts lorsqu'on sait, lorsqu'on regarde la structuration du capital de la SEG, oui. On sait qui est derrière le capital de la SEG. Il y a d'abord le repreneur, l'État, qui a fait la réquisition depuis 2018. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on a des partenaires privés. Qui sont ces partenaires privés? Pourquoi la situation de la SEG aujourd'hui? On a beau donner de l'argent parce qu'on va investir effectivement de l'argent du contribuable. Oui. Mais est-ce que cela va régler de façon fondamentale la question de l'accès, sachant que la SEG est engluée dans un système de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion qui continue et qui perdure? C'est là tout l'intérêt, parce qu'on continue à maintenir en poste à la fois des mauvais gestionnaires dans la chaîne de production, mais aussi dans la chaîne de gestion de l'entreprise. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que ce n'est pas pour aujourd'hui que la SEG va devenir. De toutes les façons, nous reviendrons sur cette question. Nous allons bien sûr solliciter bien sûr la compréhension de Steve Bakanga qui va dans un petit moment céder la place à notre jeune confrère Pierre Essonneau. Juste une question puisque vous partez. Est-ce que au regard de tout ce qui se fait depuis un moment, on voit des manifestations partout, on a vu la question de la bourse, on voit des grèves, on conteste le CTRI. Est-ce que c'est la fin de l'état de grâce? Fin de l'état de grâce, en fait, on va pas se lancer dans des conclusions hâtives. Hein. Ouais. Comme je le disais tantôt, il faut être prudent Bien lorsqu'un système s'installe. Il faut un temps nécessaire pour l'observation, de voir si effectivement tout ce qui est dit est conforme justement à ce qui est fait, ou alors c'est le contraire. Donc du coup, il est important aujourd'hui de savoir, parce que état de grâce aujourd'hui, fin de l'état de grâce, il faut dire que le CTRI... parce qu'il y a de plus en plus de critiques, en fait. Il y a beaucoup de critiques, mais qui sont également fondées. Les gens ne sont peut-être peut-être que les gens ne sont pas patients aussi. Peut-être aussi parce que le CTRI entretient un certain nombre de mystères. Voilà. Innocent? Oui, je voudrais dire que pour parler d'énergie, il faut dire juste un mot là-dessus. Le carburant n'est pas le seul. Le carburant n'est pas le seul poste de dépense important de la SCG. Il y a eu sur ces 2 dernières années des embauches assez importantes qui ne se justifiaient pas, des parachutage, qui ont alourdi la charge. Et parfois on a mis à des postes techniques des personnes qui n'avaient pas la compétence. Oui. Voilà, donc ils sont arrivés par là et ça contribué à obérer la SCG. Aujourd'hui, on va aller vers un nouveau système d'énergie. Je pense qu'il faut, si le Gabon veut se développer davantage. Nous attendons par exemple le barrage d'Assona qui va être mis en production, qui est en train de se construire, qui va produire plus d'énergie. Maintenant, pour revenir à la SCG, donc aujourd'hui, il faut diversifier les sources d'énergie pour qu'on soit performant. La SCG ne peut plus seule remplir les conditions de fournir l'énergie. C'est le métier dépassé. Alors, maintenant, concernant le CTRI, est-ce que c'est la fin d'un état de grâce? Je ne sais pas s'il y a eu un contrat entre le CTRI et le peuple. Je ne crois pas. Il y a eu une reconnaissance. Le CTA est arrivé à libérer le peuple d'un certain nombre de personnes. Mais en même temps, il y a eu comme, si vous voulez, une confusion. C'est-à-dire qu'il y a la confiance que le CTRI pouvait apporter des solutions, mais il y a un certain nombre d'aspects aussi que le peuple ne comprend pas. Steve l'a dit tout à l'heure. Et là, ça crée la confusion. Sur la question de Sylvia et de son fils, est-ce qu'ils sont libérés ou pas? Il faudra, dans ce cas, souvent de la transparence. Quand il n'y a pas de transparence, il y a suspicion. Mais là aussi, il faut comprendre, et je l'ai dit sur ce plateau de débat de presse, que nous sommes comme un navire, un avion. Nous pilotons dans une voie lactée, qui est la transition. Nous ne savons pas exactement où nous allons atterrir, mais on vise la félicité. Mais dans ça, il y a des anciens systèmes, donc l'Occident, des compatriotes à l'intérieur du Gabon, qui ne veulent pas que les choses bougent. Et donc, ils vont utiliser l'information comme source de déstabilisation du Gabon. Et ça, on appelle ça la propagande. Ça s'est vu ailleurs.
On a présenté Kadhafi comme étant un monstre, vous voyez. Et c'était l'occasion pour tuer, attenter à la vie de Kadhafi. Pour préparer l'opinion. Aujourd'hui, il y a une confiance, un lien entre le peuple et son armée. Et là, on essaie un peu, peut-être, on peut penser que c'est une manière de créer le trouble, de siphonner ce lien qui existe entre l'armée et le peuple. Et là, le CTRI devrait davantage communiquer. Je ne vais pas dire le gouvernement, mais le CTRI doit davantage communiquer et faire œuvre de transparence sur un certain nombre de questions. Patrick? Oui, Edgar, cela nous pose et nous amène à nous interroger sur la question du CTRI à l'épreuve du pouvoir, à l'épreuve de la réelle politique. Après avoir énoncé un certain nombre d'actions, après avoir pris un certain nombre d'engagements, le CTRI se retrouve aujourd'hui confronté en 2024 à la réalité de l'exercice du pouvoir. Et c'est tout le sens qu'il faut donner à cette question liée à l'exfiltration supposée ou non de l'ex-première dame et de son rejeton Noureddine. Nous pouvons penser, sans aller très vite en besogne, que sur ce rapport, la transparence, effectivement, que les Gabonais sont en droit d'attendre, des annonces faites par notre confrère Jeune Afrique, doit être de mise. Parce que ce genre de propos diffusés, abondamment diffusés sur la place publique, c'est de nature à semer le trouble dans un pays en transition. Nous sommes en transition, le président de la transition l'a dit et redit, la transition au Gabon se passe le plus normalement du monde, il n'y a pas d'hiatus, mais on constate malheureusement, pour le déplorer, que des interférences extérieures, notamment des personnes à l'intelligence, avec l'ancien système, utilisent toutes les ficelles du monde pour tenter de déstabiliser, de décrédibiliser la transition au Gabon. Chaque Gabonais doit être vigilant et imprégné de cette réalité. Oui. Il y a que, et je vais finir par là, oui, allez-y, Patrick. Le Gabon a été une chasse gardée d'un certain nombre de lobbies externes et extérieurs au pays. Le Gabon est un pays extraverti, à la fois sur le plan économique. Aujourd'hui, l'arrivée du CTRI nous a permis effectivement d'être informés d'un certain nombre de réalités liées à cette extraversion. Maintenant, la capacité de rompre avec les vieux clichés, le vieux système, interroge notre capacité à nous réapproprier notre pays en faisant en sorte que toutes les tentatives de déstabilisation de notre pays soient rapidement extirpées et que cela aille dans le sens effectivement voulu par le peuple gabonais, c'est-à-dire de mettre en place un système qui aille dans le sens de la satisfaction de nos intérêts. Pierre Essonneau-Zué, donc vous êtes effectivement donc le média Afrique News. Sous quel angle justement vous avez vu toutes ces critiques formulées contre le CTRI et puis cette polémique autour de l'exfiltration présumée ou supposée de Sylvia Bongo et de son fils? D'abord, Edgar, il faut souligner que dans le cas des missions en tant que journaliste, j'ai personnellement assisté lorsque Sylvia Bongo et Noureddine Valentin ont été déférés à la prison centrale de Libreville. Alors, lorsque nous avons eu l'article de notre confrère de Jeune Afrique, en tant que journaliste reporter, je me suis rendu du côté de la prison centrale de Libreville. Je suis allé au commandement, le commandement qui m'a orienté à la direction de la prison. J'ai également échangé avec le directeur de prison. J'ai trouvé qu'il était il y avait un certain malaise à répondre aux questions des journalistes, mais vu que nous étions là, avec notre caméra, il était prêt à nous accorder une interview pour essayer de revenir un peu sur cette polémique. Ouais. Mais à la dernière minute, chose curieuse, le directeur de prison, après avoir reçu un coup de fil, a décidé de ne plus parler. Oui. Mais il vous a quand même dit en off que Sylvia Bongo tout en soulignant en off qu'ils sont bien en prison, mais vous savez, le journaliste, on se base sur les faits. Nous avons vu comment Sylvia Bongo et son fils ont été déférés à la prison centrale. S'il y a une polémique d'un confrère de Jeune Afrique, que je rappelle quand même, Jeune Afrique, c'est pas un moindre média, c'est quand même un média, comme on le sait très bien, assez bien introduit dans nos différents palais. Et je souligne que pour le cas du Gabon, Jeune Afrique fait partie des premiers médias à avoir recueilli les propos du président de la transition
juste au lendemain du coup de premières heures de liberté. Donc, est-ce que dire aujourd'hui que Jeune Afrique voudrait peut-être jeter le trouble au niveau du Gabon, là, je pense là avec des pincettes, parce qu'aujourd'hui, on refuse maintenant d'accorder de la crédibilité à Jeune Afrique. Mais lorsque Jeune Afrique avait recueilli aux premières heures du coup de liberté les propos du président de la transition, Jeune Afrique était adulé par ceux-là aujourd'hui qui jettent maintenant le trouble sur Jeune Afrique. Oui, ce pour dire que lorsque moi je me suis rendu à la prison centrale de Libreville, moi j'aurais bien voulu voir Sylvia Bongo et Nouroudine, comme on a eu le cas par le passé avec Brice Lacruche à Lianga, après la photo que nous avons tous vue il y a de cela quelques mois en arrière sur la toile, en faisant état de l'état de santé de Brice Lacruche. Il a bien été vu par certains confrères qui ont confirmé qu'il est bel et bien à la prison. Alors, je ne sais pas quel temps il nous reste, mais donnez-nous quand même le temps. La régie, merci. Edgar, il faut dire ici que la question du mercenariat de la plume est une question qui est souvent posée en ce qui concerne le rapport à l'information de ce confrère. Sur cette même tribune, nous avons longuement débattu d'un article au vitriol de Jeune Afrique qui disait que, dont le titre était « Les Gabonais sont des xénophobes ». De tels propos sont de nature, effectivement, à semer le trouble. Tout à fait, bien sûr. Au sein de la communauté internationale et nationale. Est-ce que vous comprenez, vous saisissez un peu l'intérêt de jeter l'opprobre sur un pays comme le Gabon? Aussi hospitalier. Aussi hospitalier. Ouais. Aujourd'hui, on verse sur la place publique l'exfiltration de Nouroudine Bongo et de l'ex-première dame. Quel est l'objectif? C'est de créer le trouble. C'est de dire qu'effectivement, au sein de la prison centrale de Libreville, il y a deux catégories de personnes, c'est-à-dire Nouroudine d'un côté et sa maman, et de l'autre, les autres Gabonais. Ça participe effectivement à créer le doute dans les esprits, et à créer la confusion dans le pays, et à jeter le probe sur le Gabon à l'international. Oui. À partir de ce moment-là, moi, je m'interroge, effectivement, sur les liens de connexion qui existent entre ces médias qu'on sait qui développent cet esprit du mercenariat de la plume, avec un certain nombre de lobbies qui ont effectivement intérêt à voir le Gabon sombrer en cette période de transition. Il y a également que il faut pas perdre de vue que cette transition que beaucoup de Gabonais ont saluée et continuent de saluer parce que nous étions moqués par la sous-région et par l'ensemble de la communauté internationale lorsque le président Ali Bongo a eu son accident vasculaire cérébral. Le Gabon était un exemple d'hilarité et de moquerie à travers le monde. Oui, ça tout le monde sait. À partir de ce moment-là, il faut effectivement que les Gabonais soient extrêmement vigilants au mouvement qui se passe autour d'eux. Edgar. C'est vraiment très important. Oui, Marc, on revient sur vous, Innocent. Marc. Avant de parler de Jeune Afrique, j'aimerais citer comme principaux talons d'Achille de notre transition la fébrilité de la justice et la faiblesse de son engagement dans les chantiers relevant du pan de souveraineté qui, il faut le dire, quand même plombe l'euphorie suscitée par la prise des militaires, par la prise de pouvoir par les militaires le 30 août 2023. Oui. Je veux commencer par les chantiers relevant de la conquête de la souveraineté. Le refus des militaires de dépoussiérer les accords de coopération avec la France et qui a pour entre autres charpe de plomb la présence d'une armée étrangère dans un pays souverain, notamment l'armée française. Moi, je suis panafricain. Ça douche les velléités des sorts vers la félicité. À propos de la fébrilité de la justice, avant d'arriver à Jeune Afrique, oui. Et il y a comme une justice triée sur le volet, parce que après l'arrivée des militaires, c'est heureusement ou malheureusement Sylvia Bongo, Nouroudine Bongo et leurs gardes rapprochés qui ont seuls ou quasiment seuls essuyé les foudres du CTRI et le refus du CTRI de s'attaquer également à certains barons du régime qui dans l'opinion publique sont comptables de la déroute du Gabon, de la gabégie et des détournements astronomiques de fonds publics pose problème dans le pays. Mais je pense que le CTRI dans son bilan avait effectivement annoncé une série d'enquêtes qui vont certainement aboutir à des arrestations. D'accord. Voilà. Mais au moins, au départ, cette fébrilité qui est
acté par des sortes d'arrestations ciblées pose un peu problème. Maintenant, pour retour sur Jeune Afrique, il faut dire que l'opinion continue de se questionner. Nous également, n'ayant pas justement les faits dans les mains, nous ne pouvons pas arriver à des conclusions. Bien sûr. Mais il y a des indicateurs quand même qui peuvent nous prouver qui peuvent nous permettre de supputer que Sylvia Bongo et son fils sont dehors. C'est notamment l'absence d'agressivité dans la riposte du CTRI, de la HAC, donc la Haute Autorité de la Communication, parce qu'il s'agit quand même de Jeune Afrique, donc des médias, de la justice via le procureur et du gouvernement également, laisse penser que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo sont vraisemblablement hors des limites de la prison centrale. Bon, maintenant, c'est au CTRI de clarifier l'opinion. Et il faut le dire à propos de mercenariat, pour abonder dans le sens de Patrick, cela aussi peut être considéré comme un papier commandé, par qui je sais pas, pour permettre de jauger la réactivité de l'opinion au cas où on venait à sortir Sylvia et Noureddine Bongo. Parce qu'il faut le dire, le CTRI subit la pression des lobbies pro-Ali Bongo pour que sa femme et son fils sortent de là. Céderont-ils, ne céderont-ils pas? Il nous reste 4 minutes. Je vous donne 2 minutes innocents. Ensuite, on va faire chacun pendant 30 secondes pour conclure l'émission. Oui, sur cette question de Sylvia et sa maman, sa mère, exfiltrée ou pas, l'Union a titré toujours en prison. Notre directeur de la publication, M. Linjoël Dembé, a pris la charge d'appeler là où il faut, à la bonne source. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Appeler la bonne source, qui a confirmé que l'ex-dame, l'ex-première dame est toujours incarcérée. C'est toujours pas rassurant pour l'opinion de toutes les façons. C'est pas tant qu'on n'a pas vu les images. Oui, tant qu'on n'a pas des images. Mais est-ce que aussi le CTRI, étant des militaires, doivent céder à la panique des réseaux sociaux ou d'un papier, comme l'a dit Paul Urich tout à l'heure, commandé? Parce qu'on sait aussi qu'il y a du make noise, fait du bruit. Tout à fait. Et le bruit ne se fait pas n'importe comment. Le bruit se fait pour déstabiliser, pour voir si les institutions sont sereines. Je crois aussi. Si quelqu'un est réellement en prison, qu'on attende. Est-ce qu'il y a lieu de paniquer parce que Jeune Afrique a écrit? Je ne suis pas contre Jeune Afrique, mais je note quand même qu'à un moment, Jeune Afrique faisait des interviews tous les trimestres, les interviews de la présidence de la République, sous l'ancien régime. Oui, bien sûr, oui. Et on nous disait que c'est des interviews qui coûtaient extrêmement cher, et donc qui rapportaient gros à Jeune Afrique. Oui, bien sûr. Donc, après la première interview, comme l'a souligné mon jeune confrère tout à l'heure, est-ce que on peut penser que le contact n'est pas rétabli et que tous ces papiers visent à restaurer la crédibilité, à ouvrir les portes du palais à un certain nombre de médias internationaux? Ça aussi, c'est possible. Mais encore une fois, faisons attention, parce que pendant la transition, nous allons être de temps en temps victimes, soit des papiers comme ça qui arrivent comme des comètes pour percuter le navire Gabon, soit des déclarations des ONG internationales, soit des déclarations de compatriotes, mais qui sont financés par les ONG internationales. La transition nous invite ou qui manque le discernement aussi. Ou qui manque le discernement. Ouais. Merci Innocent. Alors, allez-y, 30 Edgar, secondes, on va conclure l'émission. Justement, Malheureusement. ce qu'il faut dire, c'est que les Gabonais sont habitués à la promptitude et à la clarté du CTRI en matière de communication. Oui, bien sûr. Ce qui serait nécessaire pour le CTRI, c'est de communiquer utile et véritablement bien communiquer. La deuxième chose que je veux dire, c'est que par le passé, lorsque nous avons la chaîne Info TV qui avait eu à tenir des propos à l'endroit de l'ancien chef de l'État, cette chaîne a été suspendue par la Haute Autorité de la Communication. Si tant est que Jeune Afrique a eu à tenir des propos diffamatoires à l'endroit du Gabon, on attend bel et bien le communiqué de la Haute Autorité de la Communication, de sanctionner ces médias afin de montrer à l'opinion nationale et internationale que désormais, nous sommes dans la restauration des institutions. Et qu'on ne va pas être perturbé. Patrick? Oui, Edgar, il faut dire que dans le cadre de la transition qui se déroule au Gabon, la communauté internationale et sous-régionale a les yeux rivés sur l'agenda politique et institutionnel du Gabon. Je crois que l'intérêt de mener à bien cette transition commande une certaine dose de sérénité. Se laisser distraire par des éléments externes à cet agenda nous éloignerait des réalités compte tenu de la charge de travail et du passif dont a hérité le CTRI.
notamment l'un des volets dont on vient de parler, c'est la question de la justice. Bien sûr. Le président de la transition a bien dit, et ce sera fait, que la justice au Gabon méritait un toilettage et devait être restaurée. La preuve, on a vu que la justice récemment s'est mise à se repenser, à faire elle-même son autocritique. Maintenant, en ce qui concerne le rapport avec les médias internationaux, là aussi, nous pensons que dans un contexte de souveraineté, et pour regarder et pour sauvegarder cette fibre panafricaniste, que beaucoup d'Africains, beaucoup d'États africains engagés dans un processus de transition comme nous l'ont fait en suspendant un certain nombre de médias jugés néfastes à leur souveraineté. Ça s'est passé au Mali. Je pense que Jeune Afrique, il serait de bonne loi que pour l'intérêt du Gabon, on en vienne à suspendre Jeune Afrique, tout comme il serait bon qu'on suspende un certain nombre de médias qui se montrent extrêmement perturbateurs par rapport à la transition qui se déroule dans notre pays. Oui, alors, donc, vous avez 30 minutes pour conclure l'émission. On est presque arrivé à la fin. Merci à Gabon Télévision pour le plateau. C'est un plaisir. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs. Demandez au CTRI de se ressaisir par rapport aux préoccupations exprimées par certains Gabonais qui croient que l'essor vers la félicité est un bluff. Je disais la fébrilité de la justice, les questions de traçabilité économique. Il y a une question majeure quand même. Excusez-moi, c'est Gabon Télévision, mais je vais quand même l'évoquer. Oui, bien sûr. Les 18% supposés de la famille Bongo sur les revenus du pétrole. Pourquoi le CTRI est muet dessus? Où part cet argent? Au profit de qui? Bref, des questions économiques, des questions de justice. Après, on se penchera sur des questions sociales et d'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Merci Marc Ulrich Malikou. Vous êtes directeur de publication de Mazlek Info. J'aurai le plaisir, si vous le voulez bien, d'être avec nous la semaine prochaine. Merci à Innocent Badoma qui est habitué de ce plateau. Merci à Pierre Essonozue de Média Afrique News. Merci à Patrick Touimekale. Merci à Steve Bakanga de Congo News et merci au jeune Andy Tougui qui a tenu l'émission durant mon absence. Mesdames, Messieurs, merci à l'équipe technique qui produit cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.